Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. On est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio avec un numéro de téléphone, c'est le 0826 300 300. Vous nous appelez, vous voulez nous interpeller, nous faire réagir tout simplement. Un numéro 0826 300 300 pour ces questions. Est-ce que la dénonciation des accords de 1968 entre la France et l'Algérie, est-ce du racisme décomplexé? C'est volontairement provoquant, mais ce sont les termes utilisés par Marine Tondelier. Et vous allez voir que même chez les plus modérés, en réalité, on réagit de façon violente. Certains parlent de la nostalgie de l'Algérie française ou le retour de l'OAS sur les bancs de l'Assemblée nationale. Est-ce que tout ça traduit aussi en réalité la fin du cordon sanitaire? Vous savez, expression employée un peu comme le Front républicain pour faire barrage à tout ce qui vient d'une certaine partie d'hémicycle et notamment du Rassemblement national. Bonjour Amaury Brelet. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Ravi de vous retrouver donc comme tous les vendredis avec la une de Valeurs Actuelles cette semaine qui est le sujet principal. Qui est consacré cette semaine... Attendez. Bon, c'est la mémoire, c'est la fatigue. Ne bougez pas, je la retrouve pour vous. Et ma chère Sabrina Desbailly, bonjour. Sébailly, pardonnez-moi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée écologiste des Hauts-de-Seine et vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Peut-être c'est vers vous que je me tourne. Comment vous avez réagi hier dans l'hémicycle quand vous avez vu ce vote historique, nous dit Marine Le Pen, pour dénoncer ces accords? Bon, écoutez, je pense que comme beaucoup de personnes, d'abord, il y a eu beaucoup d'émotions hier dans l'hémicycle au moment du vote, d'autant plus que je crois que personne ne s'attendait vraiment à cette victoire, d'ailleurs y compris le Rassemblement national lui-même qui ne s'attendait pas à avoir une victoire sur ce texte hier matin. Mais écoutez, après, il y a eu une alliance où on s'y attendait. Hein. Vous savez, Horizon, ça fait bien longtemps déjà qu'Édouard Philippe demande la dénonciation de ces accords. C'est lui le premier à l'avoir vraiment annoncé. C'était en une de l'Express il y a près de 2 ans. Oui, c'est quasiment d'ailleurs l'une des seules propositions qu'il fait pour 2027 avec la retraite à 67 ans. Donc ça fait pas tout un programme, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il s'exprime dessus. LR avait déjà proposé ce texte en 2023 et il n'avait pas été voté à l'Assemblée nationale. Par contre, ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est qu'à l'époque, les macronistes, en tout cas le bloc EPR, lui, avait plutôt voté contre et là, il n'était pas présent. Je crois que beaucoup d'entre eux, n'assumant pas le fait qu'ils avaient basculé de l'autre côté, ils ont préféré ne pas venir plutôt que de venir assumer leur vote. Et c'est bien dommage parce que quand il s'agit de votes aussi importants, visiblement, puisqu'on a l'impression que tous les Français demandent à longueur de journée, à chaque coin de rue, finalement, ces accords de 68 sont le principal sujet de conversation. Je le dis de manière très ironique, hein, parce que moi, on m'en a jamais parlé, où que je me sois déplacée en France, on m'a jamais parlé de ces accords de 68, mais visiblement c'était une priorité absolue pour l'extrême droite hier de faire passer ce texte. Donc voilà, beaucoup de... Enfin, en même temps, c'est une résolution qui n'a pas d'effet, hein, vous le savez, ce n'est pas du tout contraignant, c'est symbolique. C'est une victoire symbolique, effectivement, du Rassemblement national hier qui prend sa revanche, qui n'a peut-être jamais digéré la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie, et qui hier a pris sa revanche. D'ailleurs, on voit dans les tweets de certaines personnalités, en tant qu'enfant de rapatrié, en tant que ceci, en tant que cela. Voilà, c'est une revanche sur l'histoire. Écoutez... Pour vous, c'est une revanche sur l'histoire, ce vote, mais est-ce que on ne fait pas peut-être suffisamment attention aux mots? Hier, dans un discours dans l'hémicycle, vous avez dénoncé quoi, la chasse aux Algériens. Est-ce que si on critique l'extrémisme d'un sens, est-ce qu'on ne doit pas faire attention aussi, et je m'adresse à la députée que vous êtes, Sabrina Sébailly, à faire attention aux mots qu'on emploie? Je suis pas sûr, vous voyez, au même titre que parler de la nostalgie de l'Algérie française, est-ce que parler de chasse aux Algériens quand on dénonce un accord qui vise davantage un régime qu'une population et des habitants, est-ce que c'est pas excessif? Est-ce que c'est pas dangereux pour le débat démocratique? Alors vous savez, on est passé depuis quelque temps d'un débat qui était autour de l'immigration est un problème en France à les Algériens sont un problème en France. Et donc, en réalité, on voit bien qu'on stigmatise et qu'on ne cible qu'une seule nationalité depuis plusieurs mois. Vous savez, moi, je rencontre pas mal de binationaux. Bon, historiquement, je suis sur une circonscription qui a accueilli les bidonvilles de Nanterre. Beaucoup d'Algériens qui étaient venus à l'époque. D'ailleurs, beaucoup, exactement dans les Hauts-de-Seine. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, qui avaient fait la marche du 17 octobre 1961. Ça ne s'invente pas. Eh bien, ils ont le sentiment qu'on parle, et d'ailleurs, à juste titre, qu'on parle des Algériens, des binationaux, matin, midi et soir. Et donc, il y a une forme de stigmatisation. On ne parle que de ça toute la journée. Donc oui, je le regrette. Mais c'est une réalité. Nous avons fait aujourd'hui de l'Algérien, du binational franco-algérien, la principale cible de toutes les attaques et d'ailleurs le responsable de tous les maux de ce qui ne va pas en France. Et pour un simple petit rappel, le 17 octobre 1961, c'était la grande répression policière contre des Algériens qui avaient défilé. Ce crime d'État qui a massacré plus de 200 pacifiquement. personnes. Amaury Brelet, j'imagine en effet qu'il y a quelques points de désaccord qui vont naître entre vous. Comment vous regardez en effet ça? Est-ce que c'est du racisme totalement décomplexé? Est-ce que c'est le fruit d'une
d'une stigmatisation qui a pris dans l'opinion, comme le dit à l'instant Sabrina Sebaï, députée écologiste. Alors d'abord, une petite précision comptable. Les absents ont toujours tort, et y compris à gauche. C'est la tête de file des députés écologistes de votre groupe, Mme Cyril Châtelain, qui a déclaré hier: cette voix qui nous a manqué pour faire face au RN, c'est celle de Gabriel Attal. C'est évidemment faux, puisque les voix ont manqué dans tous les groupes d'opposition, y compris à gauche, et notamment 6 de vos collègues. Et je ne parle même pas des groupes LFI et communistes. Qui avaient piscine eux aussi d'ailleurs. Qui avaient piscine. Donc il y a une responsabilité partagée, y compris à gauche. Ensuite, moi j'ai été en effet choqué par les réactions outrancières qui ont suivi ce vote. Vous-même, vous avez en effet dénoncé une chasse aux Algériens, une initiative raciste, un véritable crachat à la figure de la République. Et là encore, vous êtes en opposition totale avec les Français, qui à 72% sont favorables à la suppression de ces accords de 68 selon un sondage de juillet dernier, 49% à gauche, 59% au Parti socialiste et même 46% dans votre parti, Europe Écologie Les Verts. Donc, est-ce à dire que près de la moitié de vos sympathisants sont des racistes? Évidemment, ça n'est pas sérieux. Enfin, ce vote, vous l'avez dit, c'est un vote purement symbolique, qui n'est absolument pas contraignant juridiquement. C'est une décision d'ailleurs de remise en cause des accords qui ne relèvent uniquement de la prérogative présidentielle. Donc le Parlement n'aura pas son mot à dire si jamais... Ce sont les mots du Premier ministre qui dit en réalité le Parlement n'a pas vocation à dicter la politique étrangère de la France, mais bien sûr nous devons renégocier cet accord qui, je cite, en réalité appartient à une autre époque, à un autre temps. Oui, tout à fait. Alors ça c'est l'argument de certains. Il est une évidence que les accords de 68 ne permettront pas, contrairement à ce que certains pensent à droite, de faire pression sur le régime d'Alger dans le cadre d'un éventuel bras de fer politique et diplomatique. Ça n'est pas le levier le plus efficace. À mon avis, le levier le plus efficace, c'est la question des visas. Enfin, techniquement... Qui reviennent régulièrement sur la table. Tout à fait. Techniquement, juridiquement, la sortie des accords de 68 pose un vrai problème. C'est très compliqué. En tout cas, une sortie unilatérale, selon les juristes, paraît impossible et suppose de toute façon une renégociation. Donc, c'est-à-dire de toute façon une entente entre nos deux pays dans les années à venir. Et on y reviendra jusqu'à 10h. On aura le temps d'évoquer en effet ce volet. Mais un député macroniste, Charles Rodwell, qui est notamment à l'origine d'un rapport très récent qui estimait le coût de cet accord en réalité à 2 milliards d'euros par an, disait mais attendez, bien sûr, il faut le changer, le faire évoluer, mais en réalité on ne peut pas le faire sans renégocier un accord derrière, sinon ce serait dramatique. Sabrina Sebaï, je vous voyais bien sûr hocher de la tête et être, on va dire, perplexe quant aux propos, mais peut-être aussi sur la responsabilité de la gauche. D'abord, quant à cet accord, c'est vrai que tous les bancs n'étaient pas pleins non plus du côté de la gauche. Vous avez peut-être une part de responsabilité dans ce texte, enfin pas peut-être, vous l'avez. Alors, peut-être juste pour rappeler, vous savez, un groupe n'est pas forcément présent à 100%. Vous avez plein d'autres choses qui se passent dans la vie des parlementaires. Notamment, il y avait des collègues qui étaient en circonscription aussi sur d'autres événements. Le groupe écologiste, pour le coup, je vais parler que pour le mien, on était présent à plus de 80%. Je ne crois pas qu'on ait à rougir de notre taux de présence, même si, effectivement, il nous aura manqué une voix qui aurait permis de ne pas faire passer ce texte. Et je crois que tout le monde, enfin tous ceux qui n'étaient pas présents, ont eu beaucoup de regrets de ne pas avoir été présents pour le vote de ce texte. Concernant les accords de 68, c'est très intéressant la manière dont les choses sont présentées, parce qu'en réalité, ça fait des mois qu'on ne parle que de cela. Donc, à la radio, peut-être parce que ça a cristallisé quelque chose. Non, on en a fait un sujet. On en a fait un sujet. Si pas vous justifié demandez, selon vous? Oui, pas justifié, parce que si on demandait aux Français ce qu'il y a exactement dans ces accords de 68, ils seraient incapables de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. D'abord parce qu'ils ont été revus à plusieurs reprises, qu'ils ont été réduits à la baisse. Donc il y a en réalité très peu d'avantages en réalité par ces accords de 68. Ce qu'on ne dit jamais aussi, c'est qu'ils sont en défaveur, par exemple, des étudiants algériens qui n'ont pas le droit au passeport talent, qu'ils n'ont pas le droit de travailler comme les autres étudiants étrangers. Donc il y a aussi des désavantages à ces accords de 68. Encore récemment, vous avez vu que c'est passé un peu sous les radars, mais on a redonné 1000 visas à certains étudions algériens sans que ça ne pose de problème, et même avec des relations qui sont plus que tendues. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que l'Algérie, il y a un acharnement diplomatique ou même des... Je suis pas sûr. Alors, c'est pas une question d'acharnement diplomatique, c'est une question d'acharnement parfois médiatique et politico-médiatique. Je crois qu'il faut vraiment faire la nuance des choses. Ensuite, je crois que là où c'est important, c'est qu'à partir du moment où on a fait un sujet qui est devenu un sujet central, forcément, quand on répète à longueur de matin, midi et soir que les accords de 68 sont un problème, eh bien, ça devient un sujet dans la société. Enfin, sur le rapport Rodwell que vous avez évoqué, effectivement, j'étais présente au moment de la présentation de ce rapport, qui nous indique que les accords de 68 coûteraient 2 milliards. C'est vrai que dans ce rapport qui est truffé d'erreurs, d'abord, je le dis,
C'est pas par rassurant, exemple, parce que si vous commencez à critiquer les rapports de votre mais institution, je l'ai critiqué en c'est pas rassurant, parce que c'est un peu comme le rapport de la Cour des comptes. Si on commence à cracher sur les rapports officiels, on sait plus où chercher l'info. Parce que la Cour des comptes, pour le coup, ce sont des agents qui ont travaillé sur la base de chiffres, etc. Là, on a des hommes politiques qui ont utilisé des chiffres pour en faire un rapport à charge. Je le dis parce que dans ce rapport, notamment, il est indiqué que, par exemple, les étudiants algériens coûteraient en bourse 132 millions d'euros. Or, la totalité des bourses qui sont attribuées aux étudiants étrangers, c'est moins de 100 millions d'euros. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment, avec la totalité de tous les étudiants à travers le monde, ça coûte moins de 100 millions d'euros, et les bourses pour les étudiants algériens coûteraient 132 millions d'euros. C'est totalement faux. Dans ce rapport, d'ailleurs, on mélange pêle-mêle plusieurs sujets. On mélange la Convention de la sécurité sociale pour les pensionnés qui vivent en Algérie. Je rappelle que ce sont des Français parfois qui ont cotisé en France, et donc c'est normal qu'ils puissent faire valoir leurs droits, y compris quand ils sont à l'étranger, d'ailleurs dans n'importe quel pays à travers le monde. On y mélange aussi la question, par exemple, des retraites pour des gens qui ont cotisé, qui ont travaillé. Donc vous voyez bien, ce rapport un grand est fourre-tout. Vous dénoncez en tout cas ce rapport, mais on va essayer d'avancer en effet dans ce débat, et je compte sur vous également, auditeurs. Vous avez peut-être des questions, des interpellations, des réactions quant à ce que vous venez d'entendre. Un seul numéro, c'est le 0826 300 300, et on revient dans un instant avec, vous venez de l'entendre, Sabrina Sebaï, députée écologiste des Hauts-de-Seine et vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale, mais également en compagnie d'Amaury Brelet, rédacteur en chef du côté de Valeurs Actuelles, dont la une cette semaine concerne en réalité un sujet qui là aussi monte dans les médias. Ce sont les transitions de genre, avec des repentis qui brisent le tabou. C'est le sujet que vous avez courageusement choisi en tout cas de mettre en une cette semaine, qu'on retrouve sur le site et en kiosque. Et si vous êtes capable de nous appeler au 0826 300 300, vous êtes également capable de nous envoyer un SMS, un mot, Sud au 7 20 18, Sud au 7 20 18. Peut-être que vous avez prévu de faire autre chose ce week-end que de faire en réalité que de laver vos carreaux. Mais on vous offre tout simplement un laveur de vitres absolument exceptionnel de la marque Easy Clean. C'est le dernier modèle. Le mot Sud au 7 20 18. On vous passe un petit coup de fil avant 10h. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. On est en direct jusqu'à 10h avec vous, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous êtes nombreux. On vous passe un coup de fil dans un instant, notamment sur ce vote concernant les accords de 1968 entre la France et l'Algérie. Est-ce du racisme totalement décomplexé, ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être un retour du bon sens de la part de la France qui devait taper du poing sur la table par rapport à certains abus qu'il pouvait y avoir? Je vous donne la parole à Amaury Brelet, parce que c'est la députée qui venait de terminer son propos en disant, bon, en réalité, le rapport, il disait beaucoup de choses d'inexactes. Il y a des points qu'on ne peut pas prendre comme tels, comme étant acquis. On doit absolument écarter le fait que ce soit aujourd'hui un sujet absolument médiatique. Comment est-ce que vous êtes d'accord avec ces théories? Est-ce qu'on n'en a pas peut-être trop fait par rapport à l'Algérie ces derniers mois? Non, mais pour moi, le coût des accords de 1968 n'est pas une raison suffisante pour les remettre en cause. Ça n'est pas parti au débat. Le vrai sujet, c'est est-ce que ces accords ont encore une légitimité aujourd'hui, plus de 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, les ressortissants algériens, à travers ces accords, bénéficient d'un statut dérogatoire absolument unique en France, qu'il s'agisse de circulation, de séjour, de regroupement familial ou d'allocation sociale. Il est vrai cependant qu'ils ne bénéficient pas d'un certain nombre d'avantages liés au droit commun des étrangers. Vous l'avez dit, notamment concernant les étudiants. Donc ça n'est pas la remise en cause de ces accords n'est pas la panacée, contrairement à ce que répète inlassablement la droite depuis des années. Ça n'est pas la panacée pour, j'allais dire, résoudre le problème, comme redémarrer notre relation historique et douloureuse entre nos deux pays, et notamment dans l'idée d'engager un bras de fer, parce que derrière la remise en cause de ces accords, c'est l'idée d'engager un bras de fer diplomatique et politique avec le régime d'Alger, qui, je le rappelle aussi, détient toujours 2 de nos compatriotes dans ses prisons, Boualem Sansal et Christopher Glaise. Mais comment vous regardez ça, Madame la députée? C'est vrai que quand on regarde, c'est toujours un peu délicat, et je vous dis comme je le ressens et comme je le vois, et Dieu sait que j'ai les yeux penchés sur l'actualité, notamment en ce moment. C'est toujours un peu délicat d'avoir des députés qui viennent les larmes aux yeux en dénonçant un texte porté par le Rassemblement national, et tout d'un coup avoir l'impression qu'ils se fascinent pour cette cause-là. Quand Boualem Sansal est emprisonné ou quand Christopher Glaise est détenu, on n'a pas l'impression que ça provoque la vive émotion, pour rester poli. Donc comment vous expliquez cette sensation d'être toujours, on va dire, un peu plus du
côté du régime plutôt que de nos compatriotes. On le disait tout à l'heure en débat, on a l'impression aujourd'hui que c'est devenu une habitude et qu'on doit à chaque fois tendre l'autre joue concernant le régime algérien. Vous n'êtes pas d'accord, vous qui êtes présidente de ce groupe d'amitié à l'Assemblée nationale? Non, je pense que vraiment, pour moi déjà, je dissocie vraiment les sujets. Il y a eu beaucoup d'émotions suite, bien évidemment, à l'arrestation de nos compatriotes et au fait qu'ils sont emprisonnés, que ce soit Boualem Sansal, Christophe Glaise, et d'ailleurs je pourrais y ajouter, y compris Cécile Collère, Jacques Paris, tous les otages, en tout cas les otages en Iran, et bien sûr qu'il y a beaucoup d'émotions, et je crois, on a été plusieurs à le dire, que nous avions d'ailleurs défendu le fait qu'ils soient libérés de manière inconditionnelle. Justement, nous ne voulions pas poser de conditions, et nous pensons que la voie diplomatique et la voie du dialogue est la meilleure solution pour obtenir leur libération. En permanence. Oui, mais c'est pareil, en fait, y compris avec d'autres pays. En réalité, la question diplomatique, c'est ce qui permet parfois, très souvent, de sortir par le haut dans des situations de crise. Je le dis. Donc pour vous, le bras de fer, ou même est-ce que vous pensez qu'à un moment, on en arrivera jusque-là, jusqu'au bras de fer, au sommet de l'État? Écoutez, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que tant qu'on n'a pas utilisé tous les moyens dont on peut disposer en matière de diplomatie, il faut aller jusqu'au bout des processus pour obtenir leur libération. La deuxième chose, c'est que je crois, et je l'ai dit parce qu'à un moment, on a beaucoup parlé, vous l'avez dit, de la question de ces accords de 68, mais pas que, parce qu'en réalité, quand on dit c'est un régime dérogatoire, ces accords sont le fruit de l'histoire. Ils ne tombent pas du ciel. Il y a eu d'abord les accords d'Évian, puis les accords de 68 qui ont été, vous l'avez dit, modifiés à 3 reprises. C'est le fruit de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est vrai de dire que l'Algérie a occupé une place particulière dans l'empire colonial français? C'est un fait historique. Est-ce qu'on peut aussi dire dans ce cas-là, en face de cet argument, de dire qu'aujourd'hui, en réalité, l'Algérie n'occupe pas la même place et que c'est un des pays qui se met le plus en opposition vis-à-vis de la politique de la France et qui ne respecte pas ni l'accord, ni certaines règles, contrairement à d'autres pays concernant en effet la reprise de certains des OQTF et énormément de conditions qui ne sont pas respectées. Puisqu'on parle de la question des OQTF, vous savez que la question de la reprise des OQTF, c'est à peu près équivalent dans de nombreux pays. On est autour de 5% de la reprise des OQTF. La réalité, c'est qu'au moment où les relations étaient plutôt au beau fixe... Oui. En tout cas, je peux vous dire que jusqu'à présent, c'était autour de 5%. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. On est dans un bras de fer sur la question des OQTF, c'est vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en 2022, quand le président Macron se rend en Algérie, que les relations diplomatiques étaient plutôt au beau fixe, les OQTF avaient repris, parce que les relations, la coopération sécuritaire dont on a besoin dans l'intérêt de la France, là encore, la coopération économique dans l'intérêt de la France avait repris et ça fonctionnait plutôt bien. Dès que ça se tend, ça s'arrête. C'est comme dans toutes nos relations bilatérales avec d'autres États en réalité. Donc on tente la diplomatie par-dessus tout. Amaury Brelet, comment vous regardez? Est-ce que vous pensez, qu'on doit poursuivre la diplomatie, même quand hélas elle ne tient pas forcément sa parole? Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, on arrivera jusqu'au sommet de l'État pour intervenir dans ce dossier? On mesure pour l'instant en effet la prudence du président de la République. Je crois que de ce point de vue-là, tout a été tenté et essayé par Emmanuel Macron et les services de l'État depuis l'arrestation et l'incarcération de Boualem Sansal. Donc la voie diplomatique, malheureusement, ne fonctionne pas. La relation entre la France et l'Algérie, elle a véritablement déraillé au-delà de notre relation compliquée depuis des décennies. Elle a véritablement déraillé au moment de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc c'est une décision qui a été prise par Emmanuel Macron, qui est une décision politique et qui n'aurait pas dû susciter de la part du régime d'Alger les réactions que l'on a vues. Enfin, on a quand même essayé par la suite de justifier l'emprisonnement de Boualem Sansal par rapport au fait d'avoir reconnu cette paternité. Mais absolument, et on a eu droit à des déclarations notamment de ministres algériens, y compris d'ailleurs du président totalement outrancière, qui n'était pas d'ailleurs sans rappeler les déclarations passées du président Bouteflika, qui il y a déjà 20 ans comparait la colonisation française en Algérie à un génocide et comparait les Français à des nazis. Donc on en est là aujourd'hui. Donc la relation aujourd'hui, elle est au fond du trou et malheureusement, il n'y a rien pour en sortir, d'où l'idée de la droite d'engager un bras de fer politique et diplomatique qui me paraît en effet la seule solution à moyen terme. 0826 300 300 justement, Madame la députée, figurez-vous qu'on a Ghislaine. Bonjour Ghislaine. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous vouliez réagir par rapport à ce qu'a dit Madame la députée Sabrina Sebaï. Vous vouliez réagir par rapport à ce qu'elle a pu dire et les arguments qu'elle a pu donner. On vous écoute, Ghislaine. Le dialogue est ouvert, dans le respect comme d'habitude. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je voulais lui préciser à cette députée écologiste qu'elle omet beaucoup de choses dans ce qu'elle dit. Par exemple, au niveau des retraités algériens qui se trouvent donc en France, qui ont travaillé en France, donc ils reçoivent exactement leur retraite
par les Français. Par contre, le complément qu'il y a à faire par l'Algérie quand ils ont travaillé en Algérie, eh ben, le gouvernement algérien ne verse absolument rien. Et c'est la France qui compense. Français qui payent le complément. Et il y a aussi également la dette colossale à la sécurité sociale dans les sur hôpitaux. la dette dans les hôpitaux parisiens. Exactement, la dette colossale du gouvernement algérien qui ne paye jamais rien. Donc voilà, tout ça c'est omis et je comprends pas pourquoi on accuse toujours ceci ou cela et qu'à côté, on regarde pas vraiment les choses en face et on dit la vérité. Et donc, qu'est-ce que vous lui répondez à Ghislaine, Madame la députée Sabrina Sebey, quand vous lui dites, bon, en réalité, je comprends vos arguments, ils sont raisonnables, mais c'est vrai que, mine de rien, le fait que la France paye à un moment la différence entre, on va dire, entre les différentes retraites, et qu'en plus, on le sait, ça avait été beaucoup mis sur le devant de la scène, que certains dignitaires algériens viennent se faire soigner en France en laissant des dettes considérables, ça n'est pas normal, on est d'accord sur ça. Alors, deux choses. D'abord, sur la question des retraites, on parle aussi d'Algériens, en tout cas de personnes qui ont travaillé également en France, qui ont cotisé en France et qui touchent leur retraite. Vous savez, la France, d'ailleurs, quand on parle de complément, c'est pas un complément de retraite. C'est juste que quand les personnes sont aux minima sociaux, on complète par l'ASPA notamment, pour leur permettre de vivre dignement. Et je crois qu'on le fait pour absolument toutes les nationalités qui vivent en France, quand elles sont sous un certain seuil un minima social, on complète par l'ASPA. Donc, vraiment, je le dis, je comprends. Ce n'est pas quelque chose qui vous choque en réalité. Ça ne me choque pas parce que moi, pour moi, la France, c'est un pays qui est extrêmement grand. C'est une puissance qui, pour le coup, ne laisse personne sur le bord de la route et que quand nous avons des personnes âgées qui vivent sous le seuil de minima sociaux, eh bien oui, on complète leur salaire et leurs minima sociaux. La deuxième chose concernant les dettes hospitalières, là aussi, moi j'ai eu l'occasion, notamment on a eu l'occasion d'auditionner l'ambassadeur de France en Algérie, avec qui on a abordé cette question-là en commission des affaires étrangères. Eh bien la réalité, c'est qu'il y a eu par le passé effectivement une dette hospitalière qui a été quasiment intégralement payé par l'Algérie. Aujourd'hui, il reste un reliquat de 2 millions, il me semble, sur des facturations. Et donc, il y a des négociations en cours pour terminer ce reliquat. Je crois qu'il ne faut pas confondre, et je crois que c'est là où c'est important, les dettes les dettes hospitalières qu'il y avait pour les Algériens qui venaient se soigner en France sous couvert de l'autorité algérienne. Et donc là, il y avait une coopération et l'État algérien a pris en charge. Et vous parlez de quelques millions. Moi, les derniers chiffres qu'on a vus des différents journaux, c'était plus de 45 millions. Non, donc mais justement, vous veniez le chiffre aussi. Non, ce n'est plus du tout ce chiffre. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait dissocier. Il y a ensuite les autres chiffres qui sont ceux d'Algériens, par exemple, qui viennent en vacances en France et qui tombent malades et qui, eux, par exemple, ne payent pas quand ils rentrent de l'autre côté. Mais vous savez, ces gens-là, quand ils refont une demande de visa, eh bien, c'est refusé. Parce que tant qu'ils n'ont pas réglé leur dette hospitalière, ils ne peuvent pas revenir en France. Amaury Brelet. Moi, je crois surtout qu'il faut d'abord rééquilibrer la relation franco-algérienne, qui aujourd'hui ne l'est absolument pas. Nous délivrons chaque année plus de 200 000 visas à l'Algérie, et en échange, l'Algérie ne nous accorde plus aucun laissez ou très peu de laissez-passer consulaires. Là, j'en reviens à nouveau à l'opinion des Français. 76% des Français considèrent qu'il faut arrêter d'accorder des visas aux Algériens qui veulent venir en France, tant que l'Algérie refuse de récupérer ses ressortissants expulsés de France, selon un sondage à nouveau CSA d'octobre, dont 72% des sympathisants de votre parti, Madame la députée. Donc en réalité, c'est un sujet beaucoup plus large. Évidemment, et qui a des conséquences réelles et sécuritaires sur les Français. Je rappelle que l'auteur de l'attentat terroriste de Mulhouse a été expulsé 14 fois et qu'à 14 reprises, le régime d'Alger l'a refusé. Merci beaucoup. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait de lier la question des visas avec les questions sécuritaires. Je trouve que pour le coup, là, c'est extrêmement stigmatisant, parce que dans le propos que vous venez de tenir, vous laissez supposer que ceux qui demanderaient des visas pour venir en France poseraient un problème sécuritaire. C'est exactement l'amalgame que vous venez de faire. Une conversation qu'on poursuivra dans ce studio une prochaine fois avec grand plaisir, et même certainement vous deux en dehors de ce studio. Merci beaucoup en tout cas Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, d'avoir été dans ce studio ce matin. Je rappelle la une de Valeurs cette semaine sur le site internet et évidemment en kiosque. Les repentis brisent le tabou concernant la transition de genre. Et merci beaucoup à Sabrina Sebey d'avoir été avec nous ce matin, députée écologiste des Hauts-de-Seine et vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à la camarade Ghislaine qui nous avait appelé au 0826 300 300. Si vous nous avez appelé, vous avez été aussi en capacité d'envoyer un petit SMS au 7 20 18, le mot Sud, pour gagner un formidable cadeau. Bonjour Franck.
Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et félicitations parce que je vous le dis, vous allez pouvoir avoir une vue sur votre jardin ou sur votre extérieur de manière impeccable puisqu'on vous offre quelque chose d'absolument extraordinaire, mon cher Franck, c'est-à-dire un robot nettoyeur de vitres de la marque Easy Clean. C'est pas merveilleux ça, mon cher Franck? C'est super, c'est génial, merci beaucoup Mais Maxime, voilà. merci Sud Radio. Emmanuel, c'est trop bien, je suis trop content. Eh ben oui, c'est le camarade Emmanuel qui vous accueille au standard. Félicitations Franck et merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Vous voyez, non seulement ça vous met de la bonne humeur et en plus, ça rend les vides propres. C'est pas merveilleux ça? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 9h58, vous connaissez le programme, c'est l'heure de retrouver Valérie Expert. Mettez-vous d'accord. Bonjour ma chère Valérie. Bonjour à vous. Au programme aujourd'hui. On va continuer à parler donc de cette motion de de cette je trouve plus le mot. Résolution, voilà, de cette résolution évidemment et là aussi je pense que vous allez être nombreux à réagir au micro de Sud Radio. 900 SDF morts dans la rue en 2024, un record, vous vous souvenez, tous les présidents de la République disent il n'y aura plus de SDF, donc racontez-nous un petit peu comment ça se passe dans votre ville. Et puis le ministre de la Ville et du Logement qui veut expulser les voyous des HLM, et cela au-delà des narcotrafiquants. Alors c'est vrai, quand on a décidé de faire ce sujet avec Juliette Truffel, on s'est dit on en parle tout le temps, sauf que là c'est le ministre de la Ville qui le dit, donc ça change. On en parle avec vous, 0826 300 300. Vous avez le programme de votre matinée et moi j'ai le plaisir de vous retrouver demain comme tous les week-ends à partir de 7h en direct jusqu'à 10h. Très bonne matinée sur Sud Radio.